bienvenue à tous et à tous, toutes et à tous pour parler de cuisiner les légumineuses en restauration collective. Alors, on va faire une petite introduction. Moi, je vais faire une petite introduction sur l'Association végétarienne de France. Puis, je laisserai la parole à Stéphanie pour se présenter, présenter les légumineuses, les recettes. Puis, on aura bien sûr des échanges. Voilà, c'est aussi tout l'objectif. Donc, l'Association végétarienne de France, on est une association qui existe depuis plus de 25 ans et on accompagne la transition individuelle et collective vers une alimentation un peu plus végétale. On a plusieurs pôles qui agissent. On a un pôle 1, 2, 3 Veggie qui propose des cours de cuisine au grand public, un pôle Végépolitique, un pôle V-Label qui labellise les produits, donc on travaille avec les entreprises, et puis le pôle Végécantine, dont je fais partie et qui a pour objectif d'augmenter l'offre végétarienne ou végétale en restauration collective par l'accompagnement des acteurs de terrain et des usagers, et puis aussi en parlant avec les parlementaires et les décideurs publics pour que ces menus plus végétales apparaissent dans la loi et la réglementation. Et donc, c'est dans ce cadre qu'on a reçu une subvention du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation et de l'ADEME pour accompagner la mise en œuvre du repas végétarien hebdomadaire. Et dans le cadre de ce projet, du coup, on propose à la fois des formations à distance et présentielles, comme c'est le cas aujourd'hui, et à la fois des ressources. On a un groupe aussi sur la e-communauté du CNFPT, et on crée aussi des outils de sensibilisation des usagers. Alors, je me permets d'intervenir. Oui. Est-ce que les personnes qui ont laissé leur micro ouvert, est-ce qu'elles peuvent le fermer si elles ne prennent pas la parole, s'il vous plaît? On entend des bruits de porte, des choses comme ça. Est-ce que... Oui. Merci. Je crois que c'est bon. Vas-y, Marion. Et donc, c'était tout pour ma partie. Donc, je laisse la parole à Stéphanie. C'est à moi. Très bien, merci. Donc, je suis Stéphanie Agnoré-Bartchak, donc la véganista sur les réseaux. J'ai un site sur lequel tu peux peut-être cliquer, Marion, si tu veux présenter un petit peu les choses. Voilà. Je suis l'auteur d'un livre, Vegan Pas à Pas, qui est paru en septembre 2018 aux éditions Ulmer. Donc là, on arrive effectivement sur mon site internet. Tu peux descendre, hein. On y trouve des vidéos recettes, on y trouve surtout mon offre de service à destination des entreprises. Donc, j'interviens sur plusieurs volets. Je vais vous expliquer ça quand Marion remettra la slide. Tu peux faire défiler le carrousel, s'il te plaît, Marion, juste au-dessus, le carrousel avec les photos recettes. Tu as une dizaine de photos. Non, tu as des flèches sur le côté gauche. Donc, vous pouvez me retrouver sur Facebook. Alors, Facebook et Insta, c'est surtout pour le grand public, hein. Je partage des recettes. Certaines peuvent être réutilisées, j'ai envie de dire, pour de la restauration collective. Par contre, c'est souvent des recettes qu'on fait dans une cuisine de monsieur et madame tout le monde. Du sucré, du salé. Je fais également du sans gluten. Étant moi-même intolérante au gluten, effectivement, je me suis aussi formée aux différentes farines, aux différentes fécules, aux poudres de protéines qu'on peut utiliser en supplément ou en complément de la farine de blé. Donc ça, je vous laisserai retrouver toutes ces infos sur mon site internet. Donc, j'ai plusieurs casquettes, celle de consultante culinaire et celle de formatrice. Donc, consultante, ça vous concerne un peu moins, vous, professionnels de la restauration, mais j'interviens auprès des marques. Greenwiz, par exemple, du groupe Carrefour, qui est un site e-commerce exclusivement bio. Là, ça fait un peu plus de 5 ans maintenant que je travaille avec eux sur leur partie, sur leur magazine. En fait, ils ont un magazine en ligne, un webzine. Et donc, je crée du contenu pour eux avec création de recettes le plus souvent, mais ça peut aussi être des articles de vulgarisation de la cuisine végétale. J'ai travaillé à plusieurs reprises avec Cuisine AZ du groupe M6, là aussi pour de la création de contenu, des fiches techniques. J'ai fait une mission d'audit, ça c'était assez rigolo pour le groupe Carrefour France, qui s'interrogeait un petit peu sur le développement de son offre végétarienne, végétalienne, donc notamment tout ce qui est falafel,
galettes, boulettes, etc. J'ai travaillé avec les laboratoires Super Diète. Laboratoire Super Diète, donc c'est une. Alors, ils sont très connus, je ne sais pas si la marque vous parle, ils sont essentiellement vendus en magasin bio et en pharmacie. Donc, c'est une entreprise de compléments alimentaires qui a développé il y a quelques années une offre de super aliments, baies de goji, spiruline et plein d'autres. Et donc, j'ai élaboré pour eux un leaflet de recettes pour aider le grand public à inviter justement les baies de goji, la spiruline, la maca, le camu-camu et d'autres plantes assez peu connues finalement, mais qui ont plein de vertus dans leur quotidien. Donc, on a fait de la cuisine, donc de la cuisine crue, puisque cuisiner des compléments, des compléments alimentaires ou des super aliments, forcément, il n'y a plus trop d'intérêt en termes de vitalité. J'ai également mis le nom des Grandes Distilleries Peureux. Effectivement, c'est une marque de spiritueux, d'alcool, de cocktails, qui avait déjà un catalogue en fait de recettes, de pâtisserie notamment, qui utilisaient donc ces différents spiritueux. Et ils m'ont demandé de décliner ces 20 recettes en version végétale. Donc notamment la pâte à choux que vous avez vue sur mon site, c'est une recette que j'ai faite pour cette entreprise-là. Mon livre Vegan pas à pas, donc ça vous avez vu la couverture sur le site tout à l'heure. Et en tant que formatrice, eh bien, j'interviens dans le secteur de la restauration collective. J'ai travaillé avec Happy Restauration. Alors dans ma région, je suis des Hauts-de-France, dans ma région on a travaillé il y a 5 ans à peu près, je crois, avec Happy sur un projet pilote en fait. C'était avant Egalim, où un gros établissement scolaire de la région de plus de 1000 élèves voulait effectivement amener du végétal dans les cantines. Et donc, on a travaillé sur mesure sur une création d'un parcours de formation pour les 10 chefs Happy qui se sont greffés au projet. J'ai travaillé avec Elior également. Elior qui voulait un catalogue de pâtisserie végétale avec et sans gluten. On a travaillé les deux. Je ne sais pas si parmi vous, certains viennent de chez Elior. Happy, je sais qu'il y a des gens d'Happy. Elior, je ne sais pas. Oui, oui, il y a du Elior. OK. Restoco, j'ai travaillé pour eux aussi. Le Centre européen de formation, donc un centre de formation en ligne que vous devez connaître parce qu'ils font énormément de pubs à la télé notamment, et qui a une offre de formation, notamment CAP cuisine et maintenant CAP pâtisserie. Et donc, j'ai travaillé pour eux il y a de cela 3 ans, je crois, 2-3 ans, sur la création des modules pâtisserie et cuisine végétale, modules théoriques, pratiques. On a fait de la vidéo, on a fait des fiches techniques et du contenu théorique également. Donc, notamment, la vidéo, la première vidéo qui est sur mon site, c'est une vidéo qu'on a créée avec le CEF. Voilà pour cette présentation. Assez parlé de moi, j'ai envie de dire, on va parler du sujet qui nous intéresse, les légumineuses, donc source de protéines végétales. Alors, je ne sais pas si à ce stade-là de la formation, on peut faire un rapide tour de table, savoir ce qui vous amène ici aujourd'hui et surtout, si vous avez déjà fait des tests, s'il y a eu des expériences bonnes ou mauvaises avec les légumineuses. Parfois, on se rend compte qu'il y a eu des expériences un petit peu malheureuses et on essaie de trouver d'autres solutions, d'autres recettes. Est-ce qu'il y a eu des flops? Est-ce qu'il y a eu des tops? Est-ce qu'on peut faire un tour de table en ce sens? Je n'ai que des timides ou personne n'a rien testé? Dites-moi tout. Bon. Moi, pour ma part, j'ai essayé les lentilles. Alors, si vous voulez... Alors, je crois que c'est Geneviève qui parle. Si vous voulez prendre la parole, est-ce que je peux vous demander de mettre la caméra pour qu'on vous voit? Oui, oui, bien sûr. Voilà. Allez-y. Donc, moi, personnellement, je ne connais pas bien, donc je ne savais pas comment bien les cuisiner. Et j'ai trouvé une recette de lentilles vertes avec une sauce au curcuma et à la feta. Et franchement, qui a été appréciée, et même des étudiants ici, parce que moi, j'ai un internat de jeunes adultes. D'accord. Bachelier et franchement c'est une recette parmi d'autres, mais celle-là en tout cas c'est la première que j'ai testée et qui a vraiment très très bien marché gustativement, c'était vraiment très plaisant. D'accord, donc voilà. Une bonne réussite qui vous encourage à tester d'autres trucs, c'est ça? Voilà, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Bon, super, merci. Rien.
Il y a quelqu'un qui avait animé sa caméra. J'ai fait honneur aux dames, hein, excusez-moi, mais… Vous avez bien fait, vous avez bien fait. Bon, alors je reprends la parole du coup. Donc nous, alors nous, on est l'Alsacien de restauration, on est une filiale du groupe Elior en fait, hein, sur la partie Grand D'accord. Est. Et effectivement, nous, on a développé des recettes en interne sur des recettes végétariennes. Mhm. C'est plutôt très concluant parce qu'on a un taux de prise sur les différents selfs qui est plutôt élevé, en tout cas qui D'accord. augmente d'année en année. On est aujourd'hui sur du 20-25% et selon les recettes, si on fait une tagine de légumes, etc., on arrive à 30% de taux de prise. Donc on voit bien qu'il y a vraiment une tendance flexitarien, une tendance au végétarien. Et effectivement, le travail des légumineuses, alors le plus gros travail, c'est en fait l'accompagnement en fait, de nos chefs et la communication par rapport aux convives. Mais voilà. Mais pour nous, c'est plutôt très concluant et positif. D'où ma présence pour avoir un peu plus d'informations et avoir peut-être des bons process ou des bonnes pratiques à mettre en place. Quand vous dites accompagnement des chefs, c'est par rapport aux techniques culinaires ou par rapport aux réticences éventuelles qu'il pourrait y avoir Non, 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 c'est plutôt technique culinaire. C'est aujourd'hui dans les écoles hôtelières, on n'apprend pas forcément à cuisiner les produits Ouais, végétariens et à travailler avec les légumineuses. Donc il y a un travail qu'on faut qu'on fasse nous en interne pour les accompagner. ça marche. Merci. Mais j'en prie. Un autre retour d'expérience à partager? Ah, Bonjour. rebonjour, la Euh, team. donc, nous, le problème qu'on rencontre ici, nous autres, avec tout ce qui est végétarien, ce sont des adolescents, nous autres, qui vont de 12 jusqu'à 17-18 ans. On est dans une école sportive et c'est très difficile de leur faire comprendre que l'apport de protéines peut être fait par des légumes aussi. Métier de bouche. Et en plus, on a une section de métiers de bouche ici, donc boucherie, boulangerie, chocolaterie et restauration collective. D'accord. Donc, c'est compliqué pour eux de leur faire comprendre qu'un plat végétarien par semaine et un apport apporte ce qu'ils ont besoin à son journée. Et ça, c'est compliqué. En plus, nous autres, on est liés à des marchés publics qui fait que toutes les marchandises, on ne sait pas les avoir. Donc, ça, c'est une des complications que l'on a aussi. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on suit un peu ici la formation pour le moment. C'est pour voir un peu ce qu'on peut apporter avec les produits qu'on peut avoir et voir vers quoi on va se diriger. Parce que nous autres, ici, on est déjà en plein projet. Donc, en Belgique, pour avoir des radis, on va dire, c'est comme des étoiles, mais qu'on utilise pour tout ce qui est bio et tout ça. Et l'école est déjà très avancée dedans. Et ici, on travaille pour avoir le premier radis. Et c'est pas facile du tout. Donc, ici, on doit élaborer une recette complètement végétarienne et les protéines doivent être végétariennes aussi. Par semaine. Une fois par semaine. Une fois par semaine. Okay. Oui. Donc, voilà. Plus d'autres critères. Et beaucoup d'autres critères, des produits locaux, des produits bio qu'on doit au moins sortir 6 fois sur l'année. Donc, c'est très, très, très compliqué. Ok, et les convives, pas très partants, si j'entends bien. Oui, pas du tout. Ok. Donc, voilà. Ça marche. Merci. Je vous en prie. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole ou est-ce que j'enchaîne? Bon, Marion, je pense que tu peux passer les slides si tu veux bien. Merci. Alors, on va revenir sur… J'aime bien mettre les pieds dans le plat tout de suite quand on intervient sur un sujet en lien avec le végé, le vegan, le végétalien, le flexi, tout ce qu'on veut. J'ai fait un peu le tour d'horizon des différentes idées reçues que j'ai entendues quand je suis moi-même devenue végétarienne puis végétalienne. Et pour être tout à fait honnête avec vous, il y a certaines idées reçues qui étaient les miennes aussi, qui sont peut-être les vôtres aujourd'hui d'ailleurs. Alors, quand on parle effectivement de cuisine sans viande ou de cuisine végétalienne, végane, il y a quand même une association d'idées plus ou moins conscientes qui se fait dans l'esprit des gens en général, que ce soit les convives ou parfois même les cuisiniers, qui ont à changer leurs habitudes de préparation. Il y a souvent l'idée, plus ou moins avouée, voilà, qu'on risquerait de présenter des carences en protéines, ou que les enfants, les ados, les étudiants à qui on sert ces menus risqueraient des carences en protéines. Avec, à chaque fois, je vous ai mis la phrase qui va avec, qui a
pour certains d'entre nous, bercé notre enfance. Hein. Là, pour être fort, il faut manger de la viande. On a un peu mijoté dans ça. Donc, effectivement, viande égale protéines. L'équation, elle est quand même assez puissante dans l'esprit d'un peu tout le monde, je crois. Les carences en fer, c'est aussi une interrogation. Si demain, j'arrête de manger de la viande, et notamment de la viande rouge, est-ce que je risque pas de manquer de fer? Alors, les détracteurs diront que les végés sont un peu palichons et ils sont blancs et ça, c'est un manque de fer. Bon, il y a des études qui existent sur le fer, je ne les ai pas forcément mises ici, mais effectivement, on a je crois, un quart de la population française qui est anémiée. Il n'y a pas un quart de végétariens dans la population française. Hein. Les végétaliens représentent 2% et les végétariens, Marion, je ne sais plus si tu as le chiffre en tête, c'est 5%? Ouais, c'est ça, un peu moins même, je dirais même 3%. Ouais, voilà. Donc, le fait de ne pas manger de viande ne peut pas expliquer, en tout cas à lui seul, le fait d'avoir autant de carences en fer dans la population française. Les carences en calcium, les égale calcium, c'est aussi fort que viande égale protéines. Effectivement, on a l'impression, parce que les lobbies ont bien fait leur boulot, que la seule source de calcium au monde, ça reste le lait de vache, ce qui est en partie vrai. Il y a beaucoup de calcium dans le lait, ça c'est une certitude. Par contre, ce qu'on ne dit pas ou ce qu'on dit moins, c'est que le calcium issu des produits animaux, donc du fromage et des laitages, a ce pouvoir pas très chouette d'acidifier notre organisme. Donc, un organisme qui s'acidifie, c'est un organisme qui potentiellement souffre d'ostéoporose. Le corps se déminéralise et les minéraux, il va les chercher dans les os. C'est comme ça qu'on conduit à l'ostéoporose. Il y a des études, là encore, qui sont faites sur les populations qui souffrent d'ostéoporose à l'échelle mondiale. Et ce sont les populations qui consomment du lait. En Asie, l'ostéoporose, ça n'existe quasi pas. On peut aussi penser, à tort, bien souvent, j'ai envie de dire qu'une alimentation sans viande, c'est un régime un peu tristoun, où on va manger la même chose, où la diversité alimentaire va être plus compliquée à trouver. On va manger que des carottes, on va manger que des légumes, parce qu'effectivement, on a en tête la pyramide alimentaire classique. Et donc, quand on dit je vais enlever les laitages, je vais enlever la viande, je vais enlever le poisson, forcément, il y a plein de familles qui disparaissent de la pyramide. On a l'impression qu'il n'y a plus rien. C'est une autre pyramide qu'il faudra considérer et je l'ai mise juste après. On n'est pas juste en train de rayer des items d'une liste, on en ajoute d'autres. C'est surtout ça le calcul qu'il faut faire. On pense aussi, à tort, je le dis, que les végétariens, végétaliens ont besoin de se supplémenter pour survivre parce qu'ils ne vont pas trouver tout ce qu'il leur faut dans l'alimentation de base. Donc, c'est faux. Moi, je suis végétalienne depuis plus de 6 ans maintenant. Alors, je me supplémente en vitamine B12. Ça, c'est une réalité. Effectivement, quand on a supprimé toutes les protéines animales, il faudra une supplémentation en B12 parce que la B12, on la trouve dans la viande. Alors, il y a certaines espèces animales qui synthétisent elles-mêmes la vitamine B12 qu'on retrouve après dans notre assiette, mais il faut dire que surtout dans les élevages, on supplémente également les animaux en vitamine B12. Et c'est parfois cette même vitamine B12 qui se retrouve après dans l'assiette. La B12, à la base, c'est une vitamine qui vient de la terre, qu'on avait autrefois quand la terre était beaucoup plus intéressante nutritionnellement parlant. C'est une vitamine qu'on retrouvait dans la terre qu'il y avait sur la peau des pommes de terre, la peau des carottes, la peau des légumes, ce qui est moins vrai aujourd'hui parce que nos sols sont appauvris. Et globalement, dernière idée reçue, le VG vu comme étant un mode de consommation, un mode de vie ou une philosophie plutôt montrée du doigt, et il n'est pas rare qu'on entende le mot d'extrême. C'est extrême d'enlever tout ça de l'alimentation. L'alimentation telle qu'on la conçoit, telle qu'on la connaît, telle qu'on nous l'a apprise surtout. Voilà un petit peu, d'après mon expérience personnelle, je ne sais pas si vous en avez d'autres, est-ce qu'on peut entendre de pas toujours très valorisant et pas toujours très vrai non plus, il faut le dire, au sujet de l'alimentation végétale? Est-ce qu'il y a des remarques à faire?
N'hésitez pas à m'interrompre, hein, surtout. Marion, tu peux passer, s'il te plaît. Alors, d'où viennent ces préjugés? Les sources sont nombreuses, j'ai envie de dire. L'éducation, pour ma part, en tout cas, ça a été ça, hein, l'éducation qu'on a reçue. On nous a inculqué l'idée qu'effectivement, pour être en bonne santé, il fallait des laitages, il fallait de la viande. Les messages médias, et on a un petit exemple à côté. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, on a régulièrement des campagnes, hein, des campagnes dans les médias qui vont prôner le fait de manger de la viande. Alors là, le message a un petit peu changé parce qu'il faut s'adapter aussi aux tendances, mais on a des spots publicitaires, vous les avez vus comme moi, je pense, qui prônent le flexitarisme. N'arrêtez pas la viande surtout, mais mangez-en moins, ça on est d'accord avec vous. Ça, c'est aussi une façon d'amener un message un peu différent, mais de continuer quand même à nager dans le même sens. Les lobbies, évidemment, les habitudes culturelles. On ne va pas manger de la même façon en Europe qu'en Asie ou en Afrique. Et encore, au sein même de ces continents, il y a des disparités dans l'assiette et dans les habitudes culturelles. Le manger autant de viande, ça fait partie effectivement des habitudes occidentales de façon générale. On retrouve aussi, pour justifier ces idées reçues, des phrases du type de tout temps, l'homme a mangé de la viande. L'homme a d'abord été cueilleur avant de manger de la viande, accessoirement, mais c'est des phrases qui servent parfois à justifier une pensée et aussi de façon beaucoup plus concrète et pragmatique, la difficulté à prendre du recul et à interroger nos habitudes alimentaires. On a été élevé effectivement avec ces modes de consommation-là. Aujourd'hui, 20, 30, 40, 50 ans après, devoir se réinterroger, se remettre en question, c'est compliqué. C'est compliqué de changer des habitudes et d'en prendre d'autres. Voilà pour cette slide. Alors, de façon générale, alors c'est pas du tout ce que vous avez révélé parmi les personnes qui ont pris la parole et ça fait plaisir à entendre parce que je sens déjà que le discours a un peu changé et dans le bon sens, mais souvent, avant le Covid, par exemple, quand j'intervenais alors avant le Covid, c'était il y a 2 ans, hein, c'est pas si vieux que ça, mais quand même. Quand j'intervenais en tant que formatrice, donc dans des restaurants collectifs, on avait quand même ce retour d'expérience assez unanime finalement de la part des cuisiniers en disant les légumineuses, il faut déjà faire accepter l'idée aux convives. Les petits, les moyens, les grands, enfin voilà, il y a quand même une idée selon laquelle les légumes secs, c'est pas sexy, c'est pas forcément dans nos habitudes alimentaires. Et donc, il y a un travail de sortir les rames pour encourager les convives à au moins goûter. Donc, le défi, c'est de renforcer l'appétence des convives. Toutes les tranches d'âge sont plus ou moins concernées. Les sublimer, j'ai envie de dire, pour les proposer comme un aliment protéique à part entière et non comme un substitut de. Ça aussi, à mon sens, c'est pas toujours pertinent. Ça peut l'être, hein, les semblants de nuggets, ces choses comme ça peut être intéressant. Par contre, toujours présenter l'aliment végétal comme étant un substitut et donc quelque chose qu'on va presque présenter par défaut parce qu'aujourd'hui, c'est sans viande. Ça, dans le message, on renvoie quelque chose qui, à mon sens, est plutôt négatif et qui va tendre à diaboliser finalement ces aliments-là. Donc, importance effectivement de la communication. Et pour reprendre mon exemple de tout à l'heure où je parlais du programme qu'on avait fait avec Happy Restauration dans ma région, on avait travaillé sur toute une semaine avec des actions de formation, mais aussi parce que ça correspondait à l'envie du dirigeant de l'établissement, on avait aussi profité de la journée porte ouverte de l'établissement pour convier parents et enfants à des dégustations, à des échanges autour de la cantine. Et c'est vrai que la preuve par l'image, ça fonctionne bien. Plutôt que d'avoir beaucoup de discours, passer par le visuel, passer par la dégustation, convaincre les papilles avant de vouloir convaincre de façon rationnelle le cerveau avec des arguments nutritionnels ou éthiques. Voilà,
d'abord faire plaisir, que ce soit beau, que ce soit appétissant et que ce soit bon, surtout. À mon avis, c'est la meilleure façon de convaincre. Je ne sais pas si je réponds en partie à votre question, mais ça, c'est mon expérience. En tout cas, on a toujours travaillé sur ça, sur le goût. Et après, on peut amener d'autres sujets. D'abord, on mange, on se régale, et après, on peut parler éthique, on peut parler nutrition, on peut parler santé. Mais amener l'alimentation végétale sous cet angle-là, c'est souvent se prendre un mur, d'après ce que j'ai constaté, en tout cas, dans ma pratique. Alors, donc là, on a la pyramide alimentaire végétale, qui est un peu différente peut-être de la pyramide alimentaire telle que vous la conceviez. Donc, on a donc une base qui est fruits et légumes. À cela s'ajoutent les aliments complets, les céréales notamment. Et c'est vrai que dans le champ des céréales, on a une offre qui est quand même incroyable, même si on s'arrête souvent sur le blé, le riz, les pâtes. Il y a le quinoa, il y a les céréales, les mélanges maintenant de céréales et même de légumineuses d'ailleurs. On a au-dessus donc les légumineuses sous leurs différentes formes. Alors, ça peut être sous leur forme brute, ça peut être sous forme de soja. Le soja étant lui-même un produit que l'on peut transformer, le tofu par exemple. Les oléagineuses, donc les graines oléagineuses qui donnent de l'huile, hein, les noix, les cacahuètes, les graines. On a aussi les purées d'oléagineux. La plus connue, certainement, la purée de cacahuètes, mais toutes les oléagineuses se déclinent en purée également. Les épices, les huiles végétales et éventuellement, si vous optez pour une proposition non pas végétalienne mais végétarienne, là, on peut y incorporer les laitages et les œufs. Alors, ce n'est pas forcément mon discours, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose que certainement beaucoup d'entre vous proposent, plutôt une offre végétarienne que végétalienne. Donc, on retrouve dans une quantité moindre, effectivement, les œufs, les produits laitiers en dernier. Voilà. Excusez-moi pour la fausse manip. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? C'est que tout est clair. Alors, le PNNS, donc le Plan National Nutrition Santé, voilà, a un petit peu changé. Je crois que tu as un texte, Marion, avec cette slide, non? Je crois pas. Ah bon, autant pour moi. Donc, il est un petit peu changé, effectivement. Alors, il est révisé tous les 4 ou 5 ans, je ne sais plus. Tous les 4 ou 5 ans. Et donc, on a eu l'agréable surprise dernièrement de voir apparaître effectivement les légumineuses. Hein, ça tombe bien, c'est le sujet du jour. Donc, le PNNS recommande au moins 2 fois par semaine la consommation d'une portion de légumineuses. Et il ajoute que les légumineuses peuvent être considérées comme des substituts aux volailles. Donc là, le mot substitut, personnellement, me chiffonne un petit peu, mais l'idée est bonne, en tout cas, c'est de montrer que voilà, les légumineuses sont enfin érigées au rang de protéines à part entière. Il n'est plus forcément question de dire, voilà, pour être assimilable, pour être complète, pour être digne d'être érigée au rang des protéines, la légumineuse a besoin d'être associée à une céréale complète. Voilà, on la considère effectivement comme une source de protéines à part entière. Et parallèlement à ça, les produits laitiers, la consommation de produits laitiers est passée de 3 à 2 dans les recommandations officielles. Donc, on ne peut pas encore parler véritablement d'un virage, mais en tout cas, il y a quand même une direction qui commence à se dessiner et on voit que effectivement, le végétal, petit à petit, gagne ses lettres de noblesse, y compris dans le PNNS. Alors, je voulais revenir sur l'idée du mythe des protéines parce qu'effectivement, c'est un sujet, c'est le sujet central, je pense, quand on parle de végétaliser l'alimentation. Voilà, ça passe essentiellement par
Ah, il y a une remarque dans le chat. Pour le projet de notre école, nous devons retirer une fois semaine les produits laitiers en dessert et les remplacer par des fruits. OK. Donc, vous servez 2 portions de laitage? C'est ça? 4, pardon, 4 portions de laitage sur 5 jours? Oui, OK. Donc, il y a un mythe autour des protéines, effectivement, parce que, alors pour l'avoir vécu, notamment à titre perso, hein, je ne sais pas si certains d'entre vous sont aussi concernés à titre personnel, mais quand j'ai choisi de végétaliser mon alimentation, la première question qu'on me posait et que je me posais également, ça a été les protéines. Il y avait, je pense, 1000 autres questions à se poser, mais la principale, ça concernait quand même les protéines. Je pense qu'on surestime la place des protéines dans notre alimentation. C'est seulement 10% de nos apports qui doivent se faire sous forme de protéines. Alors que dans la logique de monsieur et madame tout le monde, mais aussi dans la logique de la restauration collective, souvent la protéine, c'est le point de démarrage de la construction du repas. L'apport protéique est central. On parle d'accompagnement pour le reste. Donc, la protéine, c'est la question qui occupe tous les esprits. Alors, je ne sais pas si mon explication est bonne, mais je me suis dit qu'effectivement, on avait eu tendance à diaboliser les graisses, on a diabolisé les sucres dans les médias, aussi avec les régimes. Quand on parle de minceur, les graisses, c'est pas bien, le sucre, c'est pas bien. Donc, qu'est-ce qu'on a pu valoriser? Forcément, il restait les protéines. Et il y a une émulation autour des protéines qui n'est pas toujours justifiée. Autre point pour justifier cette valorisation des protéines, le fait que dans notre histoire, effectivement, tout le monde n'a pas eu accès à la viande tout le temps. Donc, le facteur social de la viande est lui aussi à considérer. Hein, c'est aussi un signe de progrès, c'est aussi un signe de richesse. Donc, la viande occupe une place symbolique aussi dans l'assiette. Je peux passer, Marion, s'il te plaît. Alors là, je vous montre une échelle. Vous avez uniquement sur la gauche des aliments d'origine végétale. La patate, le riz brun, l'épinard, graines de potiron, beurre de cacahuète, des graines de lin, etc., etc. Et en face, vous avez leur taux de protéines pour 100 grammes. Donc, je vous laisse prendre connaissance de la liste, hein, mais on voit effectivement que l'équilibre alimentaire, justement, la notion d'équilibre alimentaire, elle se fait par la diversité. Donc, l'idée, lorsqu'on mange plus végétal, c'est de manger aussi plus diversifié. On voit, je vous l'ai noté à côté, un steak haché, tel qu'on présente souvent, c'est 15 grammes de protéines en moyenne pour 100 grammes de produits. Le beurre de cacahuète, lui, il a atteint un score jusqu'à 25 grammes pour 100 grammes, les graines de potiron, 33 grammes. Alors, évidemment, on ne mange pas 100 grammes de graines de potiron comme on mange 100 grammes de steak haché. Là, je suis d'accord. Et c'est pour ça que la notion de diversité intervient vraiment, est à prendre en considération, en tout cas, pour atteindre cet équilibre alimentaire. Est-ce que vous aviez connaissance de ces différents aliments et surtout de leur richesse en protéines? Les amandes, ça c'est très connu, les amandes sont riches en protéines, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose que vous découvrez ou c'est des choses que vous saviez, que vous deviniez? Non, on avait déjà connaissance, enfin, de mon côté. Ouais. Étonné des graines de chia, Geneviève. Oui. Alors, c'est riche en oméga 3. Autre point intéressant, ce n'est pas trop le sujet aujourd'hui, mais je le dis quand même. Et aussi en protéines, effectivement. Ce n'est pas forcément un aliment qu'on va retrouver en restauration collective, on est bien d'accord. Mais le tofu, c'est quelque chose qu'on peut avoir. Le pois chiche, les lentilles, les noix. Alors, pensez aussi sous forme de poudre pour les pâtisseries.
pour la réalisation d'un entremets, privilégier des céréales complètes quand c'est possible de s'approvisionner en ce sens. L'avoine, ça c'est quelque chose qu'on trouve très facilement. Les amandes sous forme de poudre également. Le beurre de cacahuète, ça c'est quelque chose qui n'est pas très coûteux et facile en termes d'appro. Tu peux passer, je pense, Marion. Alors, dans le top 10, là, la spiruline. On parlait de super aliments tout à l'heure. La spiruline, effectivement, cette algue bleue qui est très riche en protéines. Les edamame, le sétan. Je ne sais pas si tout le monde connaît le sétan. Donc, un simili carné, un substitut à la viande, pour le coup, à base de gluten, de blé exclusivement, parce que le blé est riche en protéines, on l'a vu juste avant. Cacahuètes, beurre de cacahuète. Le tempeh, pareil, je ne sais pas si tout le monde connaît. Le tempeh, c'est un dérivé du soja. Produit super, un produit fermenté comme le tofu, sauf que là, les graines de soja sont entières et donc on a un produit qui a une texture radicalement différente. Le tofu est plutôt souple, plutôt mou dans la texture. Le tempeh, lui, va être avoir plus de mâche. On va vraiment le couper, couper comme un morceau de viande. La graine de lupin, le tofu, les lentilles, les haricots et les pois. Alors, on s'inquiète effectivement, c'est ce que je disais, par rapport à nos apports en protéines lorsqu'on diminue nos apports en viande ou quand on supprime notre consommation de viande. Il faut aussi avoir en tête que manger de la viande, c'est aussi s'exposer à certains risques qu'on accepte quand on mange de la viande, forcément. Un risque d'hypercholestérolémie, pas facile à dire, un risque d'hypercholestérolémie pour commencer. Preuve que nous ne sommes pas des mangeurs de viande comme certains aiment le dire. Le chat, lui, vous pouvez lui faire manger des tonnes et des tonnes de viande. Alors, il aura certainement des problèmes de santé, mais en tout cas, il ne lui fera pas de cholestérol puisque le chat sait synthétiser, transformer le cholestérol issu de la viande, ce qui n'est pas le cas de l'homme. Un excès de viande chez nous nous procure effectivement du cholestérol. On produit naturellement du cholestérol, mais c'est différent du cholestérol alimentaire, donc qui provient de notre alimentation. On va avoir tendance à stocker. Et aussi un phénomène d'antibiorésistance de notre organisme. La viande étant de plus en plus traitée aux antibiotiques, de moins en moins en curatif et de plus en plus en préventif, forcément, les antibiotiques qu'a mangé l'animal se retrouvent dans notre assiette et notre organisme devient plus résistant. J'ai un problème d'affichage là, Marion. Ah, c'est bon. Quelques sources, il y en a plein d'autres et Marion vous en donnera d'autres également, issues de la bibliothèque de l'AVF. Alors, effectivement, quand on recherche des informations sur l'alimentation végétale, si on se cantonne uniquement à ce qui est fait en France, il y a des choses, mais on n'est pas le pays le plus ouvert sur le sujet, je pense. Le Canada, les US le sont un petit peu plus que nous, la Suisse aussi. Je vous invite à regarder, si vous cherchez de la documentation, du côté de l'Association américaine de diététique, qui reconnaît, je cite, les régimes végétariens-végétaliens, bien conçus, sont sains et nutritionnellement adéquats et apportent des bénéfices sanitaires dans la prévention et le traitement de certaines maladies. Alors, je ne l'ai pas forcément mise dans la citation là, mais l'Association américaine de diététique, c'est aussi elle qui reconnaît que le régime végétalien est le meilleur qui soit, et ce à tous les âges de la vie, que ce soit pour les enfants, les seniors, les femmes enceintes ou allaitantes. Voilà, c'est des choses qu'on a retrouvées dans cette association. Alors, l'Association américaine de diététique, Marion, de mémoire, ils sont 100 000 praticiens de santé, c'est ça ? Oui, exactement, c'est ce que j'ai en tête aussi. Oui, 100 000 praticiens de santé qui sont tombés d'accord sur l'idée de se dire que le régime végétalien était le meilleur. Un régime végétalien bien conçu, parce que la malbouffe existe aussi chez les végétariens, chez les végétaliens. On peut très mal manger et manger de la viande, on peut très mal manger et être végane. Voilà, on parle encore une fois de cette notion d'équilibre alimentaire, bien évidemment.
Vous avez aussi le British Medical qui montre que les végétariens végétaliens, globalement, vivent plus longtemps que les autres et sont moins sujets aux maladies cardiovasculaires, au cancer et globalement ce qu'on appelle les maladies dites de civilisation. Donc, on a l'ostéoporose, on a les cancers, on a l'obésité. Les 5 maladies de civilisation, c'est quoi, Marion? Diabète de type 2 aussi. On a aussi la position du CIRC en France qui va dans le sens effectivement d'une alimentation plus végétale. Le rapport Campbell en 2005, donc ça c'est un livre. Alors Campbell, le professeur Campbell, c'est un Américain je crois, dont les parents étaient éleveurs de vaches laitières me semble-t-il et qui a passé son existence à démontrer effectivement que les choix alimentaires de ses parents n'étaient pas forcément les meilleurs en termes de santé. Donc, il a écrit un bouquin qui est assez conséquent, mais on en trouve des synthèses, à moins que vous ayez un petit peu de temps pendant vos vacances d'été. Et la révision du PNNS 2017-2021 en France, effectivement, qui, comme on l'a vu, met à l'honneur les légumineuses. Là, c'est un échantillon des sources sur lesquelles vous pouvez vous appuyer si vous avez besoin d'argumenter, par exemple. Alors, on dit souvent beaucoup de choses, mais on dit souvent que les protéines végétales ne peuvent pas se consommer de la même façon que les protéines animales, ce qui est faux. On va se l'expliquer là maintenant. Déjà, il faut se dire que un organisme qui fait une transition alimentaire vers moins ou plus du tout de viande, par exemple, il faut accepter qu'il y ait une phase de transition. C'est-à-dire, le but, c'est de faire confiance donc, à son corps qui va s'adapter aux différentes sources protéiques. Autrement dit, un végétalien ou un omnivore qui vont manger tous les deux le même plat à base de protéines végétales, globalement, et pour caricaturer, schématiser l'idée, les protéines végétales vont davantage profiter au végétalien qui saura reconnaître l'information nutritionnelle dans son organisme, contrairement à l'omnivore qui aura peut-être un temps d'adaptation supplémentaire. En termes de digestibilité, les protéines végétales ont la même digestibilité, la même biodisponibilité que les protéines animales, et ça, c'est souvent contesté. On est à 93% pour la viande et 92% pour les végétaux. Donc, c'est la biodisponibilité, c'est la capacité des acides aminés à passer dans le sang et à effectivement nous donner leur richesse nutritionnelle. Autre impact des protéines végétales dont font partie les légumineuses, eh bien, globalement, moins d'émissions de gaz à effet de serre. Là, on a 1 kg de viande bovine, du fromage, de la viande porcine, du tofu, des lentilles. On voit que si on s'inquiète également de l'écologie, on s'aperçoit effectivement que globalement, les cultures végétales auront moins d'impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre sur l'environnement. Autre avantage écologique des protéines végétales, c'est le fait d'être ce qu'on appelle des engrais verts. Les légumineuses vont fertiliser naturellement les sols en azote, en apport azoté, ce qui permettra pour la culture suivante de ne pas avoir à nourrir le sol avec des intrants chimiques, par exemple. Bon, ça, je vous le dis pour votre culture personnelle. Encore une fois, ce n'est pas forcément un discours à tenir auprès de vos convives, mais c'est aussi, c'est aussi une préoccupation qu'ont les jeunes. L'écologie, c'est quelque chose qui a peut-être touché davantage la jeune génération et qui a peut-être envie de s'engager au travers de son assiette pour améliorer le climat. Peut-être que ça peut être un argument finalement pour réflexion. Tu peux passer, Marion, s'il te plaît. Alors, on arrive aux techniques culinaires. Donc, on retrouve dans la famille des légumineuses, on l'a dit, les pois, les fèves, les lentilles, les haricots, les pois chiches, le lupin, le soja sous toutes ses formes. Alors,
On trouve aussi des farines de légumineuses, au-delà de leur forme brute, hein, j'entends, on trouve aussi donc des farines, la farine de lentilles, la farine de pois chiches. Farine de pois chiches qui est en plus pas très chère au kilo. On peut aussi donc les préparer sous forme de salade. Donc, on avait l'exemple tout à l'heure de la salade de lentilles à la feta. Bon, voilà, il y a des déclinaisons multiples et variées à trouver autour des crudités, des assaisonnements, travailler sur les sauces, travailler sur les vinaigrettes, travailler peut-être sur un accompagnement avec des légumes rôtis ou avec un ajout d'amandes. Voilà, il y a possibilité de faire vraiment beaucoup de combinaisons. En purée de lentilles corail, purée de pois cassés, des currys, donc sous forme cuisinée cette fois-ci, des soupes de lentilles corail à la coco, soupe de lentilles vertes, soupe de fèves, etc. Des tartinades. Tout le monde connaît le houmous, mais le houmous n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. On peut faire des tartinades à base de toutes les légumineuses finalement. Là encore, l'enjeu sera dans le dosage et c'est là où je pense que vos équipes de cuisiniers peuvent s'amuser en cuisine, c'est trouver les épices qui vont avec les lentilles, les épices qui vont avec les fèves, et piocher aussi dans les recettes du monde, ce qu'on appelle les fromages qui n'en sont pas, hein, mais voilà, on peut aussi trouver des textures fromagères, notamment avec le lupin. Qui, une fois qu'il est mixé, peut aussi, quand il est mixé et fermenté, peut donner quelque chose qui peut s'apparenter à une saveur fromagère. Et les graines germées, on peut faire germer des pois chiches, des lentilles et toutes les légumineuses dans l'absolu. Alors, il y avait 63% des surfaces cultivées le sont pour nourrir les animaux d'élevage, nous dit Jean-Philippe. Oui, effectivement. Effectivement, on cultive certes du végétal, mais pour nourrir le bétail et pas pour nourrir l'homme. Alors, quand on prépare des légumineuses, pas forcément en restauration collective, puisque je vous donnerai des idées d'appro juste après, le rinçage, ça c'est l'étape effectivement indispensable. Alors, quand vous ouvrez une conserve, si vous les cuisinez, si vous les utilisez en conserve, les légumineuses, je vous invite quand même à les rincer. Si vous les utilisez sous leur forme sèche, en restauration, ça m'étonnerait, mais il faut les faire tremper, indispensable. Alors, pourquoi les faire tremper? Ça va augmenter leur digestibilité. Souvenez-vous, les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de consommer ces protéines végétales vont peut-être avoir un petit peu plus de mal à la digestion. Donc, ça va permettre de réduire le temps de cuisson et de les rendre plus digestes. Donc, en moyenne, les recommandations, c'est 3 tasses d'eau pour 1 tasse de légumineuses. On fait tremper à froid au frigo pendant plusieurs heures, idéalement une demi-journée. On jette l'eau de trempage qui est impropre à la consommation et on rince de nouveau les légumineuses avant de les plonger et de faire cuire à l'anglaise, donc dans une casserole d'eau. Ne pas confondre, je le dis parce que ça m'est arrivé en formation, ne pas confondre l'eau de trempage et l'aquafaba. L'aquafaba, tout le monde voit ce que c'est ou pas? L'eau de cuisson des pois chiches. L'eau de cuisson et l'eau de trempage, j'avais un client qui avait confondu les deux. Non, on ne fait pas une mousse au chocolat avec l'eau de trempage, mais avec l'eau de cuisson des pois chiches qui est fortement dosée en albumine, accessoirement pour la petite histoire. Exception à cette règle de trempage, les lentilles vertes, les lentilles brunes, les lentilles corail, qu'on rince, mais qu'on ne fait pas tremper, effectivement. Alors là, c'est un petit pense-bête, mais Marion vous l'enverra. Pour chacune des céréales, pour chacune des légumineuses, avoir le temps de cuisson, avoir le volume d'eau, avoir le temps de trempage. Petit mémo à avoir dans un coin de sa cuisine. Marion vous l'enverra. Alors, moi, j'ai référencé plusieurs fournisseurs pour les collectivités. L'Oragro, je ne sais pas si vous connaissez ou si vous voulez travailler avec eux. Moi, j'ai travaillé avec eux sur la création de recettes, justement. Donc, c'est un fournisseur de produits végétaux. Donc, ils ont des fruits, des légumes, des jus, des céréales et des légumineuses, donc surgelées.
Laura Gros, donc fournisseur français qui travaille notamment avec Picard, mais qui fournit qui travaille en B2B. Donc là, c'est donc pour une version surgelée des légumineuses qu'on récupère et qu'on cuit après soit à la vapeur, soit à l'anglaise. Première possibilité pour la restauration collective. Deuxième possibilité, en conserve. Je pense que c'est un grand classique. Donc, prête à l'emploi, déjà cuisinée. On travaille là sur l'assaisonnement. Bonduelle, par exemple, fait effectivement du B2B. Avec une cuisson vapeur maintenant en plus dans leur conserve. Et troisième possibilité, choisir les légumineuses cuites également, mais en poche sous vide. Et là, vous avez Gelpass, fournisseur français également, qui travaille sur des légumineuses nature et sur des assaisonnements également. Là, il travaille sur des déclinaisons de recettes pour vraiment faciliter au maximum le travail des cuisiniers en restauration co. Quelques idées de recettes. Alors, Marion vous enverra également des fiches techniques à l'issue de la formation. J'ai créé 6 fiches techniques pour vous donner quelques idées. Là, j'ai surtout repris des créations que j'avais déjà faites sur mes réseaux. Alors, en termes de possibilités, voilà, on peut travailler les légumineuses sous forme de boulettes, de galettes de légumes. Les falafels, tout le monde connaît les falafels à base de pois chiches, mais on peut aussi décliner ça avec d'autres légumineuses. Les salades froides, les tartinades, on l'a dit, le chili sin carne, par opposition au chili con carne. Et donc là, pour soit on ne remplace pas la viande, soit on utilise une protéine en complément du haricot rouge. Ça peut être du seitan, comme on l'a vu tous les jours, ça peut être du tofu, ça peut être des protéines de soja texturées, vendues sous forme déshydratée. Le dalle de lentilles corail, que tout le monde connaît, plat typique indien, mais qu'on peut décliner également. Et les galettes, je l'ai dit, donc boulettes, galettes, on est sur ces comment dirais-je, sur ces accompagnements-là, en fait. Alors, boulettes, en fonction du nombre de convives, c'est parfois compliqué. Galettes, en général, beaucoup plus simple à façonner, quand on a du volume, j'entends. Vous irez voir si vous le souhaitez sur les réseaux. Là, j'avais fait, par exemple, un pain. Donc, j'avais revisité une recette de pain sans farine et sans gluten. Et en fait, la base de mon pain, c'était céréales, donc du riz complet et des lentilles vertes, des lentilles vertes et du sarrasin. J'avais fait tremper graines et céréales pendant toute une nuit, que j'ai mixé après et que j'ai pétri comme une pâte à pain en fait. Et donc ça donne un pain qui est moelleux, qui est digeste et qui est sans farine, qui a un côté presque magique, mais c'est une façon aussi un peu détournée de manger des légumineuses. Le houmous, bon, je pense que tout le monde a déjà testé le houmous maison ici. Là, j'avais décliné avec du sésame et de l'ail noir. Personnellement, c'est ça que je trouve fun avec les tartinades et les légumineuses, c'est qu'on peut vraiment tout essayer. On peut colorer le houmous avec de la betterave, on peut colorer avec du persil. Tout à l'heure, on va avoir une autre recette où j'ai fait un houmous vert pétant. Voilà, visuellement, déjà, ça attire l'œil, ça intéresse. Et c'est une façon gourmande. Je pense que les végés et les non-végés aujourd'hui sont plutôt unanimes sur le houmous. C'est gras, c'est bon, ça se tartine. Voilà, c'est quelque chose sur lequel, à mon avis, on peut miser pour séduire d'autres convives encore. Tu peux passer, Marion? Oui, merci. Alors là, c'était des lentilles brunes ou des lentilles roses, c'est ça. Je les ai faites cuire dans du jus de carotte. C'est-à-dire qu'une fois que je les avais rincées, je les ai donc cuites non pas dans de l'eau ou du bouillon, mais dans du jus de carotte, ce qui avait donné une jolie couleur déjà, et aussi une sauce et un
une saveur toute particulière. Il y avait vraiment un côté très original dans cette recette. La pavlova, donc je vous parlais de l'aquafaba tout à l'heure, donc le fameux jus de cuisson des pois chiches. Alors, soit vous faites cuire vos pois chiches vous-même, vous récupérez l'eau de cuisson, soit vous conservez l'eau des conserves. Et donc, cette eau est riche en protéines à hauteur de 10%, et notamment l'albumine, qui est le même acide aminé que dans l'œuf, en fait. Et donc, quand on le monte en neige, on obtient comme un blanc d'œuf, et c'est ce qui permet après de faire des têtes de choco, des meringues, et là, accessoirement, la pavlova. Donc, vous avez la pavlova à gauche et les petites meringues que j'avais faites en bas à droite. Mon houmous tout vert, voilà, je l'avais mixé avec un bouquet de persil entier. Très, très bon, très parfumé, très coloré. Ça laisse pas indifférent en général. Alors, je parlais de boulettes, je parlais de galettes. On peut aussi faire des saucisses. C'est un petit peu plus fastidieux en restauration collective surtout, mais je vous donne l'idée. Donc là, c'était des hot dogs à base de flocons de lentilles. Voilà, vous avez aussi, on parlait des flocons d'avoine, mais il y a aussi les légumineuses sous forme de flocons. On trouve les lentilles et les pois chiches notamment. Sous forme germée, on peut faire, donc là, c'est des lentilles vertes que j'avais fait germer. Là, on est sur une salade de lentilles présentée en barquette d'endives. Là, on est sur de la galette. Alors, pour une thématique burger, par exemple. Donc là, c'était à base de châtaignes et de flocons de lentilles, encore une fois. Donc, en termes de protéines, on est plutôt sur quelque chose d'assez rassasiant et de très équilibré. Donc là, on a une poêlée de légumineuses, donc des lentilles corail en l'occurrence, qui ont été cuisinées dans du coulis de tomates. Ça, en général, c'est une recette qui est déjà bien connue en restauration collective et qui fait souvent l'unanimité. Les lentilles corail, elles sont digestes, elles sont un peu moins fermes en général après cuisson que les autres lentilles, les autres légumineuses. Donc, c'est quelque chose de fondant. Et quand on met de la tomate, en général, ça passe tout seul. Donc là, j'avais ajouté, me semble-t-il, des petits légumes déshydratés. On peut aussi accompagner avec des poivrons, par exemple. Les croquettes, alors là, je les avais des croquettes cuites dans la friture, donc à base de polenta et de lentilles vertes. Très, très bon. Très, très bon. Alors là, pareil, l'enjeu sera de faire une sauce, un accompagnement à base de yaourt de soja, à base de coulis de tomates, à base de crème coco, avec pourquoi pas du zeste de citron vert. Enfin, voilà, l'idée, c'est de s'amuser sur l'accompagnement, sur la sauce qui va aussi rendre un peu plus sexy la proposition. Et après, Marion, tu as une vidéo, je crois. Donc là, on avait une petite remarque de Geneviève dans le chat qui dit « Ma crainte, c'est de tomber dans une routine, surtout d'assaisonnement. »
Et Jean-Claude, j'avais pas vu votre commentaire. Jean-Claude, j'ai testé des burgers végé avec des pois chiches, haricots rouges et divers légumes de saison cuits. C'est plutôt bien apprécié des végétariens, effectivement. Ouais. Alors, sur les assaisonnements, que dire alors là, je pense que c'est, pour le coup, c'est... autant, effectivement, les légumineuses, c'est pas forcément quelque chose qui est au programme des formations classiques de cuisine. Autant, je pense que les aromates, les herbes, les crèmes, les sauces, c'est davantage quelque chose qui est connu et maîtrisé de vos équipes. Alors, c'est peut-être pas quelque chose qu'elles mettent en place tous les jours parce qu'effectivement, les assaisonnements, c'est souvent huile de colza, huile d'olive, huile de tournesol et vinaigre, sel, poivre. Par contre, c'est des choses qui, sans trop de formation et sans trop d'efforts, je pense, peuvent être à la portée de vos cuisiniers sans trop de formation. Après, c'est aller piocher du côté des crèmes végétales pour casser la routine dans les crèmes végétales. Donc, tout le monde connaît la crème coco, la crème soja. Il y a aussi la crème d'amande, la crème de riz, la crème de noisette, la crème d'épeautre. Aller piocher aussi du côté des purées d'oléagineux, donc purée de cacahuètes, purée d'amandes, purée de noix de cajou. Une cuillère à café pour un bol de sauce, c'est simplement suffisant. C'est vrai que c'est plutôt coûteux à l'achat, mais c'est quelque chose qui est hyper rentabilisé, qu'on va utiliser avec parcimonie. Le bouillon de légumes en poudre, on peut aussi utiliser... amener des notes fruitées dans des assaisonnements comme un coulis de framboise pour faire un vinaigre de framboise ou alors de la vanille pour faire des huiles parfumées à la vanille, mélanger un peu le sucré salé. Voilà. L'idée, c'est d'aller vers d'autres saveurs, mais c'est plutôt un exercice sympa à faire quand on aime son métier, quand on cuisine. Préparer les assaisonnements, c'est le côté un peu fun du boulot, quoi. Donc, en général, c'est quelque chose qui est plutôt bien accueilli si on donne cette mission-là à nos équipes. Marion, tu veux qu'on enchaîne avec le quiz? Alors là, c'est pour voir les bons élèves, attention. À partir de quelle légumineuse est-il possible d'obtenir une substance qui ressemblera à des blancs d'œufs montés en neige? Pois chiches, pois cassés, haricots mongo. Pois chiches. Bravo Jean-Claude. Donc l'eau de cuisson et non pas l'eau de trempage. J'insiste lourdement, effectivement. Donc pour les mousses au chocolat, voilà, ça c'est une recette anti-gaspi en fait. Récupérer l'eau de cuisson des pois chiches plutôt que de l'acheter et en faire un dessert hyper économique qui permettra peut-être justement sur le plateau du convive de se faire un peu plus plaisir avec, je parlais des purées d'oléagineux par exemple, faire un dessert vraiment pas cher et se permettre du coup un assaisonnement peut-être un petit peu plus quali. Alors, qui peut expliquer ce phénomène? J'ai un peu vendu le truc tout à l'heure, mais qui veut nous réexpliquer comment on en arrive avec un jus de pois chiche à faire un blanc d'œuf monté en neige? C'est quoi l'ingrédient secret? L'albumine. Jean-Philippe est décidément le meilleur élève de la classe. C'est quoi ce smiley déçu, Geneviève? Alors, trouvez l'intrus parmi ces laits végétaux: le lait de millet, le lait de pois chiche, le lait d'avoine, le lait de quinoa. Alors, trouvez l'intrus et me dire pourquoi surtout. Lait d'avoine, Geneviève, non, c'est pas le lait d'avoine. Jean-Philippe me dit lait de pois chiche. Oui, effectivement. Alors, Jean-Philippe, est-ce que vous voulez bien nous expliquer de vive voix pourquoi vous pensez que c'est le lait de pois chiche, l'intrus? Allô, allô?
Est-ce que quelqu'un est d'accord avec la réponse proposée, le lait de pois chiche? Alors Jean-Philippe, votre micro est allumé. Vous voulez peut-être nous expliquer? On fait des laits végétaux avec des céréales et pas avec une légumineuse. Oui, on fait des laits végétaux avec des céréales et ou des oléagineux, le lait de noisette par exemple, mais pas une légumineuse, effectivement, ça donnera de la purée si on veut, mais pas du lait. Enfin, pas une boisson végétale en tout cas. Effectivement, c'était l'intrus. Et il me reste à me montrer disponible pour vos questions, vos remarques, si vous en avez. On arrive à la fin de la projection de ce support. Je me montre dispo pour échanger avec vous si besoin. Ou me dire ce que vous avez pensé de cette intro légumineuse. Tout le monde a tout compris et n'a pas de questions. Je me demande surtout s'il y a encore des gens derrière les caméras noires. Moi, je suis un peu inquiète, Marion, je t'avoue, là. On est peut-être toutes seules. Peut-être. Bon, je me lance alors du coup. Moi, j'ai trouvé ça plutôt très intéressant. Enfin, en tout cas, c'était un beau balayage, effectivement. Je pense que ça donne du sens, en tout cas, aux cuisiniers, aux opérationnels et voilà, sur comment travailler notamment les légumineuses, effectivement, l'apport des protéines végétales. Et j'ai bien aimé, effectivement, l'accent sur en fait, l'assaisonnement. Parce qu'effectivement, c'est ce que je disais aussi en introduction, c'est que c'est une nouvelle manière de cuisiner. Ouais. Et là, l'assaisonnement, les herbes, tout ce qui est produit frais a vraiment son importance. Et du coup, effectivement, ça laisse un terrain de jeu pour s'éclater et découvrir des nouvelles choses. C'est ça. Donc voilà. Donc en tout cas, un grand merci pour cette présentation. Merci à vous. Que je relirai et je me ferai un vrai devoir de lire cet été. Voilà. Super. Merci. D'autres retours? Fabrice et ses collègues. La Belgique souhaite-t-elle prendre la parole? Non, Geneviève, vous voulez peut-être vous exprimer de nouveau? Voilà, moi j'ai beaucoup aimé votre présentation. Je connaissais en partie, mais mon gros souci, moi, c'est de revenir toujours dans la routine finalement. Et donc j'ai besoin un peu de vos genres de formation pour me remettre un peu en question et proposer maintenant, moi, mes étudiants, de nouvelles perspectives. Mais voilà, votre formation très intéressante et je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, c'est un plaisir. Merci. Après, alors il y a quelqu'un qui s'appelle Nancy ou c'est Nancy la ville, je ne sais pas. Je ne sais pas qui se cache derrière ce pseudo. Et j'ai Ciel Gaden, Catherine, Daniel Lefebvre. Alors oui, il y a plein de gens qui étaient cachés dans la liste. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Un mot de la fin peut-être? Marion, tu as quelque chose à ajouter? Oui, moi je vais juste repartager la formation. Bon, déjà te remercier Stéphanie, merci beaucoup, c'était très intéressant. Puis juste, je vais juste conclure sur les ressources que... Alors là, je vous présente les ressources du gouvernement parce que c'est eux qui subventionnent ces formations. Donc juste pour vous dire qu'ils ont sorti un guide pour le plan pluriannuel de diversification des sources de protéines et pour la mise en place de menus végétariens et qu'ils ont aussi maintenant, depuis très récemment, une plateforme pour aider et pour s'évaluer sur les mesures de la loi Egalim. Et après, nous, on a des ressources au sein de VG Cantine. On a plein qui sont disponibles toutes gratuitement sur le site, sur notre site vgcantine.fr. Je vous enverrai le lien, mais de toute façon, vous pouvez aller jeter un œil. Il y a des recettes, il y a un guide pour faire de la qualité. Il y a des vrais faux, il y a un peu tout ce que vous pouvez trouver. De l'auto-formation. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour dessus.
Et puis, nous, comme on disait, on vous enverra les fiches techniques, 6 fiches techniques que Stéphanie a réalisées. Donc, on vous les enverra juste après cette formation. Et voilà, juste pour vous remercier pour votre attention. Et on espère vous refaire vite. Et je vous envoie toutes les informations. Vous avez mon mail, donc n'hésitez pas à m'écrire si besoin. Je peux aussi vous transmettre les coordonnées de Stéphanie, si elle est d'accord. Oui, bien sûr. Voilà, pour vous. S'il y a des questions, j'assure aussi le service après-vente si besoin. Voilà. Merci.